notamment dans cette période de confinement. Donc comme d'habitude, je vais le laisser se présenter, après il interviendra. Mais bien évidemment, pour tout le monde, si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous avez le petit bouton tout en bas Q&R. Vous posez vos questions en direct et puis, je les poserai à Antoine en live et puis il nous donnera ses réponses, donc n'hésitez pas tout au long de l'intervention, si vous avez des questions, on les posera directement. Voilà, bah, Antoine, c'est parti. Eh bien, écoutez, ben, merci Thomas. Merci en tout cas déjà pour cette invitation. Voilà, c'est intéressant de pouvoir partager aussi son expérience, de pouvoir partager ce qu'on fait au quotidien. Et donc, je vais partager avec vous mon écran pour que vous puissiez voir. Du coup, moi, je ne vous vois plus, mais en tout cas, si jamais il y a un petit problème, je sais que Ouais, Thomas me je te fera un fais petit signe. coucou. Ouais, ouais. C'est tout Voilà, bon, comme c'est ça, bon. je l'ai toujours. Donc, alors, mon diaporama commence. C'est bon. Normalement, vous l'avez à l'écran. C'est bon, c'est bon. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va parler essentiellement, c'est du coaching mental et du confinement sportif. Alors, j'aurais pu échanger le confinement sportif, j'aurais pu mettre un autre mot, j'aurais pu mettre une trêve, une période de trêve, une période de blessure. Bon, il s'avère qu'à partir d'aujourd'hui, le confinement sportif prend plus ou moins fin, ça dépend des sports, ça dépend des pratiques, ça dépend de comment ça se passe en fonction des sports en salle ou des sports en extérieur. En tout cas, il y a quand même encore une incertitude qui va rester au moins jusqu'au mois de janvier, jusqu'à temps que jusqu'à ce que les championnats puissent reprendre ou les différentes compétitions. Donc la présentation du jour, elle va se faire essentiellement autour de l'univers sportif. Elle pourrait très bien se faire dans un autre environnement. Il y a une première partie, ce qui va être comment je me suis construit, un peu le qui suis-je. Une deuxième partie sur l'environnement de la performance sportive. Une troisième partie qui sera les dimensions de la sphère mentale avec les différents intervenants. Et enfin, le coaching mental. Qu'est-ce que le coaching mental? Comment on peut intervenir aujourd'hui auprès des sportifs, mais pas que, également au niveau des entraîneurs, du staff, au niveau de voilà. Après, ça dépend aussi de la structure. Si on est sur une structure pro, si on est sur une structure amateur, on va pouvoir vraiment intervenir sur différents points. Donc sur le qui suis-je, ben voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire du sport de haut niveau pendant 12 ans, d'avoir eu un certain nombre de sélections en équipe de France en athlétisme, donc sur 800 mètres, que ce soit aussi bien chez les seniors, les A, que chez les jeunes, avec 4 titres de champion de France, une dizaine de podiums au championnat de France. Et puis, ben, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et suite à différents bas, parce que ben, on n'est jamais, on est rarement tout le temps au top de sa forme, j'ai basculé pour passer 8 années en entreprise en tant que cadre dirigeant. Pendant toutes mes années à haut niveau, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à étudier parce que enfin, on va dire que j'avais un environnement qui me permettait de me dire attention, le sport c'est bien beau, mais un jour ou l'autre ça finira par s'arrêter. Donc j'ai eu la chance de pouvoir passer une licence, de pouvoir ensuite passer un concours de professeur d'EPS comme bon nombre de personnes qui rentrent en licence STAPS, et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Ensuite, une maîtrise de sport et événementiel communication, puis une école de commerce avec une spécialisation en finance. Donc voilà, j'ai vraiment eu un panel extrêmement large au niveau des études. Et enfin, pendant mes années en entreprise, je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui me manque, ça ne me convient pas. Je pratiquais le coaching au sein de l'entreprise et je me suis dit, mais mince, en fait, c'est ça, moi. Je me suis rendu compte que ce qui m'avait manqué pendant ma carrière à haut niveau, c'était essentiellement la partie mentale. Non pas que je n'en avais pas fait, hein, pas pratiqué, parce que je pourrais vous expliquer tout à l'heure que il y a différentes choses que j'avais pu aborder, mais la préparation mentale a énormément évolué. En tout cas, la sphère mentale, je ne vais pas dire préparation mentale, je veux dire la sphère mentale, elle a énormément évolué depuis une dizaine d'années.
et il y a beaucoup d'apports des neurosciences. Donc je me suis dit, à un moment donné, je me lance. Donc j'ai passé une année complète de formation au coaching qui me permet d'avoir un niveau master à ce niveau-là. Et puis, j'ai créé ma société FTA Coaching en 2020, alors juste à la sortie du confinement. Et donc derrière, avec tous les petits événements qui vont bien. Et puis maintenant, ça se lance, la structure se lance. Donc l'environnement de la performance, je vais pas revenir sur une définition de la performance qui avait déjà pu être établie par les différents intervenants si vous regardez les précédents webinaires. Par contre, moi aujourd'hui, dans la performance, ce que je vois, c'est, en tout cas, à mon sens, il y a un sportif qui est au centre. Alors là, j'ai mis un ballon de basket, j'aurais très bien pu mettre n'importe quel sport, hein, ça n'a rien à voir avec le sport en question. Là, je parle vraiment bien du sportif en général, des sportifs en général et du sportif en général, qui soit, on va dire, amateur ou qui soit professionnel, voire à haut niveau, parce que tous les sportifs de haut niveau ne sont pas forcément professionnels. Aujourd'hui, c'est ça aussi, le sport français, il est décomposé de cette façon-là. Donc, l'environnement de la performance, tu as le sportif qui est au milieu. Tu vas avoir la partie entraîneur, tactique, technique, qui va apporter le savoir et sa vision du jeu auprès du sportif, ou sa vision de l'entraînement, sa vision de la performance, sa vision si c'est un sport collectif, si c'est un sport individuel, voilà. En tout cas, il va apporter directement, il va influer directement sur la performance du sportif. Sur les structures, sur certaines structures, que ce soit des pôles espoirs, dans les différents sports, hein, ou même dans les différentes associations, les clubs ou chez les clubs professionnels, tu vas avoir un préparateur physique qui va venir vraiment travailler tout ce qui va être la préparation physique, et on va dire moi j'appelle ça la prévention des risques. La prévention des risques, c'est la prévention de la blessure. C'est-à-dire que le préparateur physique, lui, va permettre d'avoir un corps qui puisse être efficient et au top toute l'année, de façon à ce que l'entraîneur puisse utiliser le sportif pour en tout cas le mettre dans les meilleures conditions possibles. Tu vas ensuite avoir, dans ce côté sportif, tu vas avoir tout ce qui est parcours de santé. Moi, j'appelle ça parcours de santé. Dans le parcours de santé, tu vas avoir le médecin du sport qui va encadrer, qui va être présent. Tu vas avoir le physio, donc ça va être le kiné, qui va être aussi bien là en récupération et également dans les moments de blessure pour remettre sur pied. Tu peux avoir le dentiste, tu peux avoir l'ostéo, tu peux avoir le chiropracteur. Après, tout va dépendre de la taille de la structure. En tout cas, pour moi, ce parcours de santé, il est extrêmement important. C'est pareil, je le mets un peu dans le cadre de la prévention des risques, parce que c'est ce qui va permettre en tout cas de mettre le sportif dans un environnement favorable pour sa performance. Ensuite, selon si tu es professionnel ou à haut niveau, tu peux avoir aussi l'intervention d'un manager agent qui peut venir apporter, en tout cas dans l'environnement de la performance. Si le sportif n'est pas à haut niveau ou n'est pas pro, bien souvent, en fait, le premier manager ou le premier agent du sportif quand on est jeune, souvent c'est les parents qui suivent. C'est le papa ou c'est la maman, c'est le papa que tu vois au bord du terrain de foot et qui est là, ou au bord du terrain de basket, et qui va essayer de préparer un peu, et qui va dire à son gamin ou sa gamine, bah, tiens, vas-y, va, ou qui va l'encourager à aller peut-être vers tel club ou telle association en fonction de ce qu'il avait pu lire à droite et à gauche. Et le dernier point pour moi de la performance, de l'environnement de la performance, c'est la partie mentale. Sachant que la partie mentale, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle ne va pas influencer que sur le sportif, elle va également pouvoir influencer, ou en tout cas travailler avec la partie de l'entraîneur, la partie du staff technique, du staff tactique, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la partie mentale chez un sportif, alors après, ça dépend des sports, hein, elle peut représenter jusqu'à 50% de la performance sur le jour J.
Sur certains sports, voilà, une moyenne, c'est plutôt jusqu'à 30%. Donc, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir la partie tactique, technico-tactique qui va être mise en place par l'entraîneur. Il y aura une petite partie de la préparation physique qui permettra d'être au top, d'être en tout cas à son état de forme physique le jour J, le jour des compétitions ou le jour des matchs. Tu vas avoir après tout ce qui est parcours de santé autour qui va permettre plutôt traiter tout ce qui peut être bobologie ou voilà, et le manager et la partie mentale. Donc la partie mentale, ça représente 30% à mon sens de la performance sur ce que j'ai vécu. Ouais, selon les sports, ça peut aller au-delà, hein, tout ce qui peut être sport de précision, le jour J, comme si on part sur des épreuves de tir ou des épreuves de tir à l'arc où la concentration là est extrême, la partie mentale joue encore un apport vraiment beaucoup plus important le jour J. Voilà. Donc, suite à l'environnement de la performance, on peut partir sur un profil de sportif. Sur le profil du sportif, la première chose, sur ce qu'on peut remarquer, alors attention, ce ne sont pas c'est pas figé, hein, c'est des généralités. Bien souvent, en fait, le sportif, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui se fixe des objectifs ou qui a des objectifs sur court terme, moyen terme, voire long terme. Pas tout le temps le cas. Quand on est sur des sportifs pros, ils ont souvent des objectifs fixés sur court, moyen et long terme. C'est quelqu'un qui est compétiteur ou si en tout cas il ne recherche pas forcément la compétition, il va chercher à se challenger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit énormément de monde qui est amené à faire du running dehors. Là, aujourd'hui, vous avez de la chance, vous allez pouvoir courir jusqu'à 3 heures si vous le souhaitez. C'est-à-dire que la personne, elle ne va pas forcément se dire, bah, moi, en 3 heures, je vais faire tant de kilomètres. Par contre, c'est de se dire, bah, je suis allé au bout de ces 3 heures. Et donc là, ça sera une satisfaction personnelle. Ensuite, tu vas avoir des croyances qui vont être portantes, qui vont te permettre de te tirer vers le haut. Et à contrario, tu vas avoir aussi souvent le sportif est plein de croyances limitantes, sauf qu'il n'en a pas forcément conscience. Et voilà. Ensuite, il a souvent besoin de faire mieux. Alors, le sportif, en tout cas pro ou le sportif de haut niveau, travaille énormément. En tout cas, dans bon nombre de sports, il travaille énormément. En tout cas, si on lui dit à un moment donné, si on arrive à toucher une dimension plaisir, il peut passer des heures et des heures et des heures, soit sur le parquet, soit dans une salle, soit à l'entraînement, soit à répéter les mêmes gestes. Et souvent, du coup, il s'écoute peu et il peut être peu habitué à s'occuper de sa personne. Ensuite, tu vas avoir un deuxième aspect qui va être les valeurs, où là, voilà, j'ai lancé la slide d'après sur les besoins. Donc, au niveau des valeurs, l'idéal du gagnant, en fait, il a 4 valeurs en idéal. Souvent, il a la valeur responsabilité, acceptation, identité, automotivation. Ça, c'est les 4 valeurs. Ces 4 valeurs-là, elles permettent de se dire, c'est le gagnant. Voilà, c'est le mental du gagnant. Il aura ces 4 valeurs-là. C'est pas forcément obligé qu'on ait tous ces 4 valeurs-là. Ce qui va provoquer souvent un conflit au niveau des valeurs entre les valeurs qu'on a nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux très bien ne pas avoir moi la valeur responsabilité. En exemple, hein, je peux très bien ne pas avoir la valeur responsabilité, sauf que à un moment donné, si je veux aller gagner, il va falloir que je l'ai. Donc, il peut y avoir des conflits de valeurs entre moi, ce que j'éprouve, les valeurs que j'ai, ceux avec lesquels j'ai grandi et le reste des valeurs. Après, ça peut être aussi difficile parce que bien souvent, en fait, il faut maintenir au top ces 4 valeurs-là, c'est-à-dire en symbiose. Donc, c'est difficile aussi de les maintenir sur du long terme. Ensuite, tu as la partie besoin. C'est ce que va avoir besoin le sportif, de légèreté, de souplesse, de liberté, de créativité, de distance, plaisir. Voilà, ça, c'est les besoins. Et là encore, on a des croyances, on a tous des croyances. Alors, quand je parle de croyances, c'est pas religion, hein. C'est ce avec quoi on s'est construit, c'est ce qui nous a permis de grandir, c'est ce qu'on a depuis tout petit, qu'on entend, qu'on nous répète, et on se fait on se dit, voilà, ça se passe comme ça, c'est comme ça que ça doit être parce que ça fait 30 ans qu'on me répète que si je veux faire une bonne performance, je dois manger des pâtes la veille, l'avant-veille, 3 jours avant, une semaine avant. Voilà, ça, par exemple, c'est une croyance. Et donc, elles peuvent, par moment, court-circuiter les besoins. Et enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le sportif, alors qu'il soit pro ou de haut niveau,
Euh, c'est un être normal, en fait. C'est une personne lambda comme tout le monde, comme vous, moi. Et c'est une personne, du coup, qui est vulnérable et qui est imparfait. En fait, moi, je connais personne de parfait, même si de temps en temps, j'aimerais bien pouvoir moi-même être parfait, mais non, ça n'existe pas, c'est pas possible. On a tous des défaillances et c'est normal et c'est comme ça et c'est la vie. Et tant mieux parce que ça nous permet d'apprendre. Et donc, en fait, le sportif qui, voilà, il est comme tout le monde. Et bien souvent, en fait, on l'oublie. Il est dans un système qui est pressurisé, en tout cas au niveau du sportif pro, du sportif de haut niveau. Il est sur un système qui est pressurisé, où il y a la compétition, il est tout le temps sous pression, sous tension. Et quand on le voit, on lui parle du sport, quand on lui parle de sa performance, on lui parle de ses stats. Et sauf qu'à un moment donné, en fait, il est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin, il a des besoins, des valeurs qui sont comme les personnes lambda qu'on peut rencontrer. Après, je vais vous présenter du coup le rôle de l'entraîneur. En tout cas, moi, à mon sens, le rôle de l'entraîneur, ce que je peux voir aujourd'hui, l'entraîneur, en fait, lui, il a une mission. Sa mission, c'est de définir un programme d'entraînement euh, en tenant compte des modalités du calendrier. Alors là, il s'avère qu'en ce moment, les calendriers sont un peu chamboulés. On n'a pas des visions, ne serait-ce que jusqu'à la fin de saison. C'est une année un peu particulière. C'est pour ça aussi que cette visio a lieu parce que c'est pas simple pour aujourd'hui un entraîneur de pouvoir se dire bah mince, comment je vais organiser ma saison? Ok, ma saison au mois d'août, je l'avais organisée comme ça. Finalement, le championnat, il s'est décalé, il a recommencé qu'en octobre. Et puis en novembre, il prend fin. Jusque quand? Donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Du coup, l'entraîneur derrière, lui, il a un objectif, c'est qu'il va devoir faire réaliser des exercices physiques, tactiques et des performances nécessaires à ses sportifs ou à son sportif en fonction s'il intervient en milieu collectif ou individuel. Et enfin, il va avoir un critère d'efficacité qui, c'est tout simple en fait, c'est de rendre le sportif efficient. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'entraîneur, lui, il est là pour rendre le sportif meilleur, bon. Bien souvent, malheureusement, on dit quand le sportif n'est pas bon, on dit que c'est la faute de l'entraîneur, bien souvent en premier lieu. C'est un peu dommage, mais en tout cas, dans l'autre sens, c'est bien l'entraîneur qui va rendre le sportif, encore meilleur, le permettre d'être meilleur le jour J. Et enfin, il y a les modalités. Dans ce qui est la modalité, c'est-à-dire qu'il va être là pour apporter rationalisation et vraiment, optimisation du processus. Suite à ça, on va avoir les différentes dimensions de la sphère mentale. Donc vous avez vraiment le mental, la partie mentale qui elle voilà, elle se décompose à mon sens aujourd'hui en trois parties. Il y a une partie, en tout cas une première partie qui peut être abordée par le psychologue. Et donc là, on va plus être sur du travail voilà, psychologique et c'est ce que va faire un athlète en amont de la performance. C'est-à-dire qu'il va être amené, en tout cas avec un psychologue, à venir travailler, à créer un contexte vraiment optimal pour pouvoir amener le sportif dans un environnement qui puisse être au top et qui, du coup, dans un investissement sportif qui puisse être efficace. Ensuite, le deuxième éventuellement intervenant de la sphère mentale, ça va être le préparateur mental qui, lui ou elle, va pouvoir venir travailler, faire un travail de préparation à la performance. Donc là, ça va être vraiment très ciblé sur l'apprentissage de techniques, stratégie. Éventuellement, ça peut être de l'imagerie mentale. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, en période de confinement, euh, ou en période, en tout cas, d'incertitude pour les personnes qui ne peuvent pas aller pratiquer en salle, pour les sportifs, il est super intéressant de pouvoir travailler sur l'imagerie mentale et il y a eu de très bons retours qui ont été faits, notamment sur des études qui ont été réalisées à l'INSEP sur tout ce qui est ce travail d'imagerie mentale. Mais je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la préparation mentale parce que c'est pas, même si j'aurais pu vous en parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, pour moi, le troisième intervenant au niveau du mental, c'est le coach mental. C'est ce que je suis là aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter. C'est-à-dire que lui, il va venir faire un travail de préparation à la performance en libérant vraiment
le potentiel du sportif. C'est-à-dire que le rôle du coach mental, c'est vraiment de travailler sur l'autonomie du sportif, tout en ayant une approche qui soit vraiment le plus globale, en essayant de prendre voilà, ouais, la globalité de l'environnement, en lien, bien sûr, avec soit l'atteinte d'un objectif ou la résolution d'une problématique. Donc, le coach mental, lui, va pouvoir intervenir, que ce soit aussi bien à la demande du sportif ou dans le cadre des clubs professionnels ou des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut très bien être le président qui vient voir le coach mental et qui dit, voilà, moi j'ai envie que tu viennes travailler tel point avec mon entraîneur ou l'entraîneur qui dit, voilà, moi j'aimerais bien qu'on aborde tel et tel sujet avec telle joueuse ou tel joueur et ou avec mon groupe joueur. Voilà ce qu'il va pouvoir faire. Du coup, si je reviens à la slide précédente, ah non, alors attends, ouais, voilà, hop, je rembobine. Pour moi, il y a pas d'interférence entre le préparateur mental, le psychologue et le coach mental. Heu, C'est-à-dire que, à chaque moment, de la vie du sportif, de sa vie sportive, on va avoir besoin, de travailler c'est-à-dire qu'on va avoir besoin, que ce soit le psychologue, le préparateur mental ou le coach mental, ils vont avoir besoin de travailler en synergie. C'est-à-dire il y a pas de, à mon sens, il y a pas de on choisit pas de travailler qu'avec un psychologue, parce que, ben, à un moment donné, tous les champs ne seront pas abordés ou un coach mental ou un préparateur mental. C'est-à-dire qu'on va venir travailler, heu, en vraiment en cohérence et pour moi, c'est là où ça prend tout son importance, la partie mentale et c'est là qu'on se rend compte que cette sphère mentale, en fin de compte, elle a été, bien souvent, négligée et alors moi, je prends mon exemple, hein, au niveau de la course à pied, hein. En gros, au niveau de l'entraînement, enfin, je vais pas dire, mais ça fait quasiment, 30 ans qu'on fait, les mêmes recettes au niveau de l'entraînement dans les mêmes marmites. La seule différence aujourd'hui qui va nous permettre d'avoir des performances et de voir des différences au niveau des performances, ce sera, d'essayer de travailler sur cette préparation, sur cette sphère mentale. Du coup, si je reviens à la slide précédente sur, l'environnement de la performance avec le rôle de l'entraîneur. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, moi j'ai une profession qui s'appelle coach, sauf que le coach, aujourd'hui dans le sport, quand on me dit: «Ah, tu es coach?» «Ouais, mais tu es entraîneur en fait». Ben non, en fait, aujourd'hui, il y a un problème de sémantique entre la profession de coach mental et la profession d'entraîneur. Donc brièvement, comme ça, je vais pouvoir faire une différence comme ça, on va pouvoir voir la différence entre le rôle de l'entraîneur et le rôle du coach mental. Heu, donc, lui, le coach mental, au niveau des missions, lui, va définir une stratégie en prenant en compte vraiment les contraintes de l'environnement. Donc là, c'est vraiment autant l'entraîneur, lui, c'est le programme d'entraînement, autant, voilà, lui, ça va être les contraintes de l'environnement. Le préparateur physique, ça sera les contraintes de la préparation physique, des pics de forme qu'il va devoir atteindre au cours de la saison. Voilà, là, le coach mental, ça sera ceci. Au niveau des objectifs qu'il va devoir aller rechercher, c'est, beh, les meilleures conditions tout simplement à la réalisation de l'activité. C'est un peu comme, voilà, c'est les meilleures conditions mentales à la réalisation de l'activité. Au niveau des critères d'efficacité, du critère d'efficacité, c'est pareil, ça va être définir la stratégie qui permette aux sportifs de se dépasser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on demande dans le sport, en tout cas dans le monde du sport de haut niveau et le monde du sport professionnel, c'est que le sportif, il puisse être à 110 et en fait, quand on dit, bah, le sportif, il est à 110 c'est-à-dire qu'il va avoir mobilisé peut-être 10 de sa sphère mentale pour être à parce qu'on considère que les 100 c'est que la sphère tactico-tactique physique, et donc, bah, à un moment donné, le 110 c'est l'intervention du mental. Sauf que, c'est pas à mon sens, pas vraiment comme ça, mais en tout cas, voilà. Et enfin, au niveau de la modalité, ben, lui, en fait, le coach mental, il va vraiment avoir cette gestion de la complexité et de la prise de risque, parce que, ben, à un moment donné, si le sportif, il veut être, hem, meilleur qu'aujourd'hui qu'hier et moins bon que demain et ben, il va falloir qu'il prenne des risques.
Et le sportif, à un moment donné, il a toujours une envie de continuer à progresser. Alors, c'est pas forcément tout le temps sur les mêmes champs, sur les mêmes activités. C'est-à-dire qu'il va très bien pouvoir progresser à un moment donné sur le tactique et puis être stable sur de la préparation physique. Et puis voilà, en tout cas, dans la globalité, il va tout le temps essayer de progresser, de continuer à apprendre. C'est un peu dans les caractéristiques de ce que je vous avais défini préalablement. Du coup, le coaching mental. Aujourd'hui, le coaching mental, je vais vous présenter un peu, je vais vous donner une définition de la performance. Puis, on va avoir différentes thématiques de coaching qui peuvent être abordées. Et enfin, une troisième partie avec vraiment là le coaching des exemples, enfin pas des exemples, mais en tout cas, à mon sens, du travail, des thèmes de coaching qui peuvent être pratiqués et qui sont pertinents dans la situation qu'on traverse tous collectivement actuellement. Du coup, au niveau de la performance. Alors moi, c'est pareil, je ne vais pas vous refaire une définition de la performance, puisque les définitions de la performance, elles sont plutôt simples, hein. Elles ont été très bien faites, notamment Thomas qui avait passé du temps à bien expliquer pour lui ce qu'était la performance. Moi, je ne vais pas revenir sur la performance en tant que telle, parce que en fait, pour moi, la performance, elle est partie prenante de trois pôles. C'est-à-dire que vous allez avoir la performance, et ça, quand je dis qu'elle est partie prenante de trois pôles, je reprends un travail qui avait été réalisé par John Whitmore, euh, où bah voilà, lui, il est parti de voilà, il a fait tout, en tout cas toutes ses études dessus. Et ça va être de comprendre pourquoi on est là, parce que la performance pour la performance, à mon sens, elle a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chercher la performance pour la performance, le sportif va vite s'épuiser, va vite commencer à tourner en rond, à avoir éventuellement des problèmes de motivation. Et pour moi, la performance, c'est apprendre quelque chose et réussir à atteindre un résultat qui fait sens, ouais. Et quand il aura atteint cet objectif, il sera passé à un niveau supérieur. Et puis ensuite, toujours la même chose pour continuer finalement à gravir les échelons. Et donc, avec cette notion de performance, il y a pour moi une dynamique de réalisation. Et plus l'enjeu sera élevé, plus l'enjeu de la performance sera élevé et plus il va devoir porter son attention sur la base de ce triangle. Vous allez me dire, mais ouais, mais il y a quoi sur la base du triangle? Ah, mais voilà, donc on va y venir. On va y venir. Pour moi, il va y avoir deux choses. Il va y avoir la partie apprentissage. Alors, et volontairement, je l'ai décomposé en deux mots, apprenti et sage, parce que ben, pour moi, l'apprentissage, c'est pas seulement la connaissance, c'est être capable de restituer et d'agir en fonction du contexte dans lequel on est. C'est pour ça que j'ai volontairement scindé ce mot en deux, apprentissage. Euh, Ensuite, c'est vraiment quelque chose qui va transformer l'individu. Mais comment faire pour continuer et prendre un maximum de plaisir? Et ben voilà, il y a la troisième partie de ce triangle, la base, qui est le plaisir. Le plaisir, c'est-à-dire que, à mon sens, dans tout ce que l'on fait, il faut réussir à installer le plaisir. Le plaisir, il est primordial, que ce soit dans l'entraînement, dans la famille, dans le travail, dans le couple, dans les loisirs, dans tout ce qu'on peut avoir. S'il n'y a pas de plaisir, bah, pour moi, c'est difficile d'avancer. Euh, donc, voilà, c'est vraiment, c'est plus moi, du coup, le contexte de la performance. C'est-à-dire pour atteindre une performance, il faut être dans ce contexte-là, à la fois apprentissage, plaisir et ce qui permet, en tout cas, plus les contraintes de performance seront importantes, plus on viendra se recentrer sur la base de ce triangle. C'est-à-dire qu'on en est presque à oublier la performance. Et là,
plusieurs questions qui peuvent venir, hein. C'est-à-dire que pour les sportifs ou les entraîneurs, comment, vous, la performance, va-t-elle vous permettre de grandir aujourd'hui? Je pourrais également vous demander de quelle façon, elle vous permet de grandir cette performance? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande de faire des performances, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Et comment vous allez grandir? Qu'est-ce que vous allez en tirer? Heu et comment vous allez de qu'allez-vous devoir apprendre et comment le faire avec plaisir? Parce que, bah, si vous apprenez pas avec plaisir, moi, il faut m'expliquer comment vous faites. Et en tout cas, je serais intéressé si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et tout ça. Mais voilà, ça serait intéressant et du coup, encore plus là pour les sportifs pros, les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire quel est le prix à payer? Quel prix êtes-vous voilà, à payer pour atteindre cette performance? Et là, ça c'est des questions auxquelles voilà, je vous pose. Vous pouvez commencer à y réfléchir, petit à petit, tout doucement, que ce soit aussi bien, vous, entraîneur ou sportif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vous remettre dans ces conditions, de performance. Et j'aime bien cette petite image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coach mental, il y a, l'entraîneur avec le joueur de tennis qui a peur et qui est pétrifié qu'à l'entraînement et puis finalement, il y a la deuxième image où le pendant, il est, dans le match, on voit le petit joueur de tennis qui s'éclate avec sa balle de tennis, avec le coach derrière qui lève les bras et ça, c'est ce qu'on a tous envie, c'est ce qu'on aurait tous envie, de connaître quand on fait du sport ou quand on pratique le sport et peu importe le sport, hein. J'ai choisi une image de tennis, j'aurais très bien pu partir sur du basket, on préfère tous lever les bras et célébrer, un beau geste, un beau jeu, un beau carton, ce que vous voulez, un beau championnat. Mais en tout cas, à un moment donné, ça passe par une phase de avant et qu'il va falloir travailler sur l'avant, voilà. Parce qu'on oublie trop souvent la performance. La performance, c'est pas que, ce qu'on voit le jour J, c'est aussi tout le travail qui a été réalisé en amont. Du coup, au niveau des thématiques de coaching, qui peuvent être abordées, en période, on va dire classique, tout au cours d'une saison sportive, vous allez pouvoir aborder hem on va dire 7. Vous allez avoir 7 thèmes, 7 thèmes qui peuvent être abordés, plus les thèmes que je vous aborderai tout à l'heure, spécialement en tout cas pendant ces périodes, un peu difficiles que l'on rencontre. La 1re partie, ça va être la confiance en soi. C'est-à-dire qu'une confiance en soi, quel que soit le score ou le déroulé de la compétition, que ce soit un match, que ce soit une course, que peu importe, ou peu importe le résultat, heu le sportif, en fait, il doit rester constamment, en permanence sur le chemin de l'évolution et pour rester sur le chemin de l'évolution, il va falloir qu'il évite les hauts et les bas. Parce que, ben, en fait, d'avoir des hauts et des bas, à un moment donné, c'est ce qui va faire perdre, une énergie qui est plutôt, précieuse, et un temps qui est précieux parce que, ben, en fin de compte, quand on a des hauts et des bas et ben, c'est du temps en moins qu'on passe à la concentration, à l'exécution du geste et donc voilà, donc il y a une première partie qui peut être abordée, en tout cas dans le coaching, qui est la confiance en soi. Il y a une deuxième partie qui peut être abordée, qui est elle, la concentration, parce qu'aujourd'hui, la concentration, pour moi, elle est performante. Elle peut, en tout cas, elle devient performante lorsqu'elle nécessite une focalisation dans le présent, qui permet de se détacher des différentes pensées qu'on peut avoir, des pensées notamment parasites, de tout ce qui est de toutes ces pensées polluantes, qui peuvent venir nous parasiter, c'est le mot, lors d'une pratique sportive et permettre de rester vraiment dans l'ici et maintenant. Donc la concentration, ça va aussi bien être la concentration au moment, du match, qu'au moment des entraînements. Parce que, ben, à un moment donné, si vous voulez que votre sportif, là je parle aux entraîneurs, si vous voulez que votre sportif il soit, efficient et que si je reprends les slides précédentes sur l'apprentissage, et le plaisir et ben, il va falloir aussi qu'il soit concentré, au moment des entraînements.
Ensuite, l'autre thématique qui va être l'environnement, où là, je pourrais dire, quand je parle d'environnement, je pourrais dire que c'est la zone de stress. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour le sportif, apprendre à savoir tirer profit de son environnement. Alors, quand je parle d'environnement, on va pouvoir mettre aussi bien les parents, qu'on est sur des jeunes, que la famille, qu'on est sur des personnes qui sont très entourées par la famille, ou des amis, l'entraîneur, le staff santé, le staff technique. Et en fait, alors, et là où c'est à devenir encore plus important, à mon sens, chez les sportifs de haut niveau, chez les sportifs pros, c'est qu'à un moment donné, ils vont être amenés à exécuter leurs pratiques face à du public. Et on peut vite se retrouver déstabilisé par un public, par un public adverse à un moment donné. Pour moi, il y a une image forte là qui a été vue hier sur le match des All Blacks avec l'Argentine, contre l'Argentine, au niveau du rugby. Et finalement, alors, elle a plein de symboliques, hein, mais quand tu vois les joueurs de All Blacks venir déposer le maillot Maradona en noir au centre du terrain, à un moment donné, ok, c'est pour rendre hommage, mais c'est aussi pour perturber l'environnement des joueurs argentins parce que ils viennent toucher quelque chose de particulier chez les joueurs argentins qui est l'émotion. Et puis derrière, ils enchaînent un haka qui est juste, tu te dis, le haka, il te donne des frissons. Sauf que il y a une forme de respect, mais il y a aussi une forme d'intimidation. Et là, c'est l'environnement. Et c'est là où cette partie environnement, il est intéressant de venir la travailler chez les sportifs professionnels. Ensuite, tu vas avoir une partie qui va être la détermination, motivation. Et là, moi, c'est ce que j'appelle la zone de confort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sportif, il va avoir besoin d'évoluer dans cette zone de confort, de se sentir bien, en sécurité. Et donc, il va, pour qu'il se sente bien en sécurité, il va déterminer, en tout cas avec son entourage, avec son entraîneur, ou des moments, ça peut être le président qui va déterminer à son entraîneur un objectif qui va être puissant, qui va lui permettre en tout cas d'avoir une motivation qui va être forte et dans lequel il va se reconnaître. Le but derrière, il est tout simple, hein, c'est que l'athlète, il se dépasse et qu'il maintienne la constance dans son engagement, dans son implication. Alors quand je mets l'athlète, j'aurais très bien pu mettre l'entraîneur, hein, parce que ça arrive également que en tant qu'entraîneur, par moment, euh, on perd cette motivation, cette détermination. Aujourd'hui, c'est la particularité du monde du sport, c'est-à-dire que on peut pas dissocier le rôle de l'entraîneur du rôle du sportif. On va pouvoir venir vraiment travailler sur l'ensemble. Ensuite, pour moi, il y a la notion de ressources. Et là, quand je parle de la notion de ressources, ce qui va être intéressant, c'est que toujours dans ce couple sportif-entraîneur, c'est que, ou dans ce duo, si vous préférez, plutôt que le mot couple, bien que par moment, on peut penser que le sportif, en tout cas dans les sports individuels, il est tellement lié, il a tellement une cohésion, une fusion avec l'entraîneur qu'on peut considérer que c'est presque un couple. Ça me refait penser à ma carrière où on pouvait dire je passais plus de temps avec mon entraîneur qu'avec ma femme. Mais bon, c'est des bons moments aussi. Donc, au niveau des ressources, c'est développer et prendre conscience de nouvelles ressources. Pourquoi? En fait, la raison, elle est assez simple parce que c'est ce qui va permettre l'acceptation, l'engagement et la lucidité pour se surpasser, en fait. Parce qu'à un moment donné, pour se surpasser, pour aller encore plus loin dans la performance, eh bien, il va falloir que le sportif il prenne conscience des ressources. En fait, je pense qu'on en a tous. On est tous. On en a tous. On peut toujours en apprendre. Même encore, j'espère que quand j'aurai 70 ans, que je continuerai d'apprendre et que je continuerai à développer de nouvelles ressources, en tout cas pour continuer à me surpasser et pour, notamment face à des difficultés comme la frustration, l'hésitation ou la déception. En tout cas, ça, c'est des difficultés qu'on rencontre, frustration, hésitation et déception, c'est des choses qu'on rencontre chez le sportif.
Ensuite, il va y avoir la notion de leadership, followership. Alors ça c'est plutôt, on peut penser que c'est plutôt tiré du monde professionnel, du monde de l'entreprise, mais pas du tout. En fait, cette notion de leadership, elle est pas commune à tous. Certains sportifs ou certains entraîneurs vont avoir cette notion de leadership et qui va être naturelle chez eux, et d'autres vont devoir la travailler pour apprivoiser cette notion, euh, pour devenir un leader. À mon sens, on peut devenir leader, c'est-à-dire qu'un sportif peut devenir leader, même si, il peut se dire qu'il n'en a pas les moyens ou les capacités. Et en fait, une fois qu'il aura apprivoisé, cette notion-là, ou qu'elle est présente, mais du coup, il faut continuer à l'entretenir parce que, si tu l'entretiens pas, en fait, la flamme, elle va finir par s'éteindre. Heu, chaque sportif et athlète, en fait, les membres du staff, ils vont devoir composer avec le groupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sportif, il travaille pas seul. Il y a aussi tout un groupe qui est autour, qui va être présent pour le faire grandir. Et donc, quand à ce moment-là, il y a les interactions entre le sportif et les autres personnes du groupe, à ce moment-là, le sportif, il accepte de suivre et donc il devient followership. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être encore meilleur, il faut à la fois accepter d'être meneur et à la fois l'accepter d'être suiveur. Sauf que, que ce soit les sportifs ou même les entraîneurs, à un moment donné, il va falloir comprendre qu'il y aura des instants où on peut être à la fois meneur, à la fois suiveur, et qu'on ne peut pas à des moments être les deux à la fois. On peut être un très bon meneur, mais un très mauvais suiveur, c'est-à-dire qu'on peut être un très bon meneur d'hommes, mais on peut très mal intégrer de suivre les différentes directives d'autres personnes qui arrivent d'extérieur, et inversement. Euh, et enfin, la dernière, en tout cas, grande thématique de coaching qui peut être abordée au cours d'une saison, c'est l'intelligence collective. Pour moi, le sport, c'est vraiment le, le précurseur de l'intelligence collective qu'on peut maintenant désormais retrouver dans le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt intéressant, c'est que souvent le sport, c'est plutôt décrié et souvent caricaturé, mais bien souvent, en fait, aujourd'hui, le monde de l'entreprise s'inspire énormément du modèle sportif, et donc dont l'intelligence collective fait partie de cette notion-là. Et moi, quand je parle d'intelligence collective, j'aime bien reprendre cette phrase de Mandela, c'est-à-dire que seul on va vite et ensemble on va loin. Et c'est là où prend toute l'importance de l'intelligence collective. En fait, il y a vraiment tout un staff derrière chaque sportif, ou derrière chaque entraîneur, derrière chaque équipe, derrière chaque performance. Il y a tout un staff qui permet de soutenir, mobiliser, parce que la réussite, c'est aussi des échecs, des renoncements, des petites victoires, des doutes, de la discipline, des sacrifices, de la persistance. Mais en fait, voilà, la performance, c'est pas juste quand tu vois le sportif qui tend sa médaille de finisher après un Ironman. C'est pas juste le sportif qui va soulever la coupe à la fin du championnat, parce que malheureusement, dans un championnat, il y a peut-être 20 équipes, et sur les 20 équipes, il n'y a qu'une seule équipe qui soulèvera la coupe à un moment donné. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Et c'est cette maturité collective euh, qui, à mon sens, est un point clé de la réussite globale du sportif ou du staff mené par l'entraîneur. C'est vraiment la maturité collective du groupe qui sera autour du sportif, qui permettra d'aller vers la réussite au global. Donc maintenant, plus spécifiquement, on va attaquer la partie du coaching mental sur spécifique confinement. C'est-à-dire que, à mon sens, aujourd'hui, quand on rencontre des périodes comme qu'on rencontre actuellement, dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire où on ne peut pas pratiquer notre pratique sportive, notre passion, notre sport, ou même pour les pros, c'est-à-dire que les pros, ils vont pouvoir aller, en tout cas sur ce deuxième confinement, ils ont pu pouvoir continuer à faire leur pratique, mais dans des conditions sanitaires qui sont quand même très strictes et qui sont très perturbantes.
parce que même si tu peux te rendre sur le stade à partir du moment où tu n'as pas forcément accès au vestiaire, selon certains sports, tu peux ne pas avoir accès au vestiaire, tu peux avoir accès au parquet, mais pas au vestiaire, tu peux avoir. Donc, c'est très compliqué. Donc, mais j'aurais pu mettre en fait, à la place de confinement, on aurait pu mettre aussi coaching spécifique en période de blessure. On aurait pu mettre coaching spécifique en période de reprise. On aurait pu mettre coaching spécifique en période de trêve, en période de coupure intersaison, intra-saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a mis confinement parce que c'est ce qu'on vit tous collectivement avec cette Covid-19 qui, j'espère, se terminera en 2020 et pas en 2021, même si c'est plutôt mal parti. Donc, je vais venir aborder 3 thèmes au niveau du coaching spécifique confinement. Le premier thème, ça va être l'adaptation, l'acceptation. Alors, pour moi, une faculté d'adaptation, elle est développée lorsqu'elle implique l'acceptation de la défaite, lorsqu'elle va impliquer l'acceptation des erreurs, l'acceptation des zones de fragilité. Et derrière, en fait, le but, il est tout simple, c'est se remettre en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chaque sportif, il doit être capable de se remettre en question pour continuer à progresser en permanence et pour pouvoir se libérer surtout. Alors là, je parle surtout pour les sportifs de pro, les sportifs haut niveau, c'est-à-dire se libérer de l'enjeu qu'on peut donner à la performance en essayant de donner le meilleur de soi. Donc là, ça va être vraiment, et dans cette période, c'est-à-dire que l'adaptation, l'acceptation, c'est-à-dire que ça va aussi se retrouver à la suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, à partir d'aujourd'hui, un certain nombre de pratiques peuvent recommencer. Si l'athlète ou le sportif se donne à fond alors que ça fait 3 semaines, un mois et qu'il n'a rien fait, ou qu'il a fait que très peu et qu'il a entretenu que le physique depuis chez lui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui de perdurer dans le temps et en tout cas de perdurer dans sa saison sportive. Et il va falloir qu'il ait travaillé sur cette adaptation, sur cette acceptation. Pour venir travailler sur l'adaptation, l'acceptation, il va y avoir 3 axes. Il y a 3 axes principaux. Il va y avoir le principe d'altérité qui, lui, va permettre de poser le cadre. Ce principe d'altérité, il renvoie à ce qui est autre. Quand je parle de ce qui est autre, c'est ce qui est extérieur à soi. C'est-à-dire à une réalité de référence à un individu, groupe, société, lieu. Voilà, c'est ça pour moi le principe d'altérité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est prendre conscience, et surtout lorsqu'on est sportif au niveau pro, on a tendance par moment à être un peu nombriliste, à se tourner vers soi. Et donc, ce principe d'altérité va être intéressant de venir le travailler, en tout cas pour ce thème de l'adaptation, l'acceptation. Il va y avoir également le principe de stress. Pour moi, quand je parle de principe de stress, ça va être tout ce qui va être syndrome d'adaptation. Et quand c'est syndrome d'adaptation, c'est des réactions qui sont non spécifiques. C'est-à-dire que c'est suite à une agression qui vient de l'extérieur, qui provient de l'extérieur, tu peux avoir des réactions qui sont pas forcément attendues. Alors, par moment, dans ces réactions, elles peuvent être soit positives, mais ces réactions, elles peuvent être également négatives. Et en fait, l'idée derrière, c'est qu'il va être convenir de travailler vraiment un maximum pour faire en sorte que ce stress soit essentiellement, en tout cas à majorité, orienté vers du stress positif, parce que le stress positif va pouvoir contribuer au développement, il va pouvoir contribuer aux apprentissages. Et donc là, je reviens à mon thème apprentissage. Il va pouvoir également contribuer ce qui est important à un moment donné pour que le sportif y grandisse, à la capitalisation d'expérience. Et surtout, il va pouvoir permettre de retour à une tension normale, parce que qui dit stress, qu'il soit positif ou négatif, ça veut dire qu'à un moment donné, le stress, il va être amené à engendrer un certain nombre, en tout cas, il va activer un certain nombre d'hormones qui font que le corps humain va plus se retrouver, on va dire, sur des
sur des constantes normales. Après, il y a des hormones qui sont très bénéfiques, hein, sauf que quand on maintient l'endorphine au top du top pendant X heures, à un moment donné, c'est au détriment de l'organisme et d'autres organes. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et le troisième axe qu'on pourra venir travailler sur cette adaptation, acceptation, ça va être la zone d'ombre. La zone d'ombre, en fait, le principe d'ombre, c'est tout ce qu'on a refoulé depuis qu'on est assez petit. Et donc là, cette zone d'ombre, elle peut faire travail un peu avec ce qu'on peut éventuellement aborder avec un psychologue. Et de cette zone d'ombre, en fait, c'est tout ce qu'on a refoulé inconsciemment euh, depuis qu'on est jeune sportif, par peur d'être mis de côté, soit d'être mis de côté du collectif, soit d'être mis de côté de l'entraîneur. Parce que, à un moment donné, l'entraîneur, sur les entraînements de la semaine, il va avoir un choix à faire sur son 5 de départ, sur son équipe, sur sa composition, sur son groupe. Peut-être qu'il ne prendra pas tous les membres de son collectif. Et donc, ce principe d'ombre, en fait, pour plaire, en fait, c'est typiquement humain. On a relégué des parties de nous-mêmes aux oubliettes de notre inconscient. Par contre, ils viennent toujours à un moment donné, quand on arrive en situation de stress, quand on arrive en situation de fatigue, et ben, tous ces petites parts d'ombre finissent par remonter petit à petit. Alors, elles remontent rarement en éclatant, sauf qu'elles finissent par venir te taquiner un petit peu, et c'est ce qui peut permettre, et c'est ce qui permet généralement d'avoir de voir un sportif qui pète un câble en conférence de presse ou qui se lâche complètement alors que ce n'était pas prévu. Ben voilà, cette partie d'ombre, cette zone d'ombre, et d'un seul coup, elle se retrouve refoulée, et il y a un gros travail à faire là-dessus. Ensuite, là, toutes ces trois thèmes, à mon sens, en fait, quand on parle d'adaptation, d'acceptation, ces trois thèmes-là, ils viennent se travailler comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir travailler que le principe d'altérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où on décide d'aborder ce thème de l'adaptation, d'acceptation, de venir travailler les erreurs, les zones de fragilité, la défaite, à un moment donné, il va falloir travailler ces trois thèmes-là. Il va falloir y aller. Alors, c'est des choses qui sont pas forcément tout le temps, qui font pas tout le temps forcément plaisir, parce que par moment, on se prend des bonnes claques, mais c'est ce qui permet aussi d'avancer. Et moi, le premier, hein, je me suis fait accompagner par un coach mental à la toute fin de ma carrière, et puis maintenant, mais pour d'autres raisons ou sportives, et c'est jamais plaisant de venir travailler sur tes zones d'ombre, sur ton stress, sur ton principe d'altérité, mais à un moment donné, tu sais aussi que c'est ce qui va te permettre d'avancer, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que sportif, et de pouvoir continuer à progresser et à évoluer dans ta performance. Du coup, on va aborder une autre partie du coaching spécifique confinement. Après l'adaptation, l'acceptation, on va parler de la gestion des émotions. Alors, la gestion des émotions, pour moi, elle se doit d'être au service de la performance sportive. C'est à mon sens en tout cas en ce moment, hein, que ce soit aussi bien dans le monde du sport que dans le monde de l'entreprise, que dans la vie personnelle, c'est la notion qui doit être abordée prioritairement, parce que ce qu'on vit collectivement, avec la privation notamment des libertés qu'on peut rencontrer, suite à nos loisirs, suite à notre travail, suite au télétravail, tout ce qu'on peut rencontrer, cette gestion des émotions, pour moi, elle est primordiale. Et quand je parle de gestion des émotions, ça va être un travail qui va s'effectuer autour de la gestion des états internes, c'est-à-dire de notre dialogue interne, c'est-à-dire la petite voix qu'on entend quand on réalise une performance ou qu'on va s'entraîner, qui nous dit: allez, continue, non, stop, là, tu t'arrêtes. Voilà, c'est ce dialogue interne, c'est la petite voix qu'on a, ou si c'est pas une petite voix, ça peut être peu importe, hein, elle peut se caractériser autrement. Et donc, ça va être autour de la gestion des états internes et autour de la gestion des émotions qui vont être. Alors, après, les émotions, elles sont nombreuses. Les principales,
Si je les nomme, ça va être la peur, la colère, la joie, la déception. C'est des émotions qu'on rencontre quotidiennement et heu et en fait, elles vont se retrouver, ce dialogue interne et ces émotions, elles vont se retrouver amplifiées par l'état physique actuel qu'on va rencontrer, tel que, la fatigue. Quand on se blesse, eh ben, ça peut être également la blessure, ou une douleur de perdre de voir s'envoler une partie de la saison, de perdre un match. Donc voilà, ce travail des émotions, pour moi, il est vraiment indispensable, pour accéder à l'état optimum de la performance et surtout, en fait, le plus dur, c'est pas d'atteindre, le niveau de la performance. Le plus dur, ça va être, de maintenir, en fait, ce niveau de performance et de continuer à avoir ce niveau de performance. Parce que finalement, d'avoir un niveau de performance, en tout cas chez le sportif, pro ou de haut niveau, hein, heu, aller à un niveau de performance, à un moment donné, ça devient assez simple. Par contre, de le maintenir dans le temps, c'est là où ça devient un peu plus compliqué et donc dans la gestion des émotions au service de la performance sportive, vous allez avoir, en fait, bien souvent une réaction émotionnelle qui va être, le signal d'alerte. C'est-à-dire qu'elle va être, cette réaction émotionnelle, elle va être, soit déclenchée par des valeurs qui vont être touchées, une de vos valeurs qui va être touchée, soit par des besoins qui seront non satisfaits, soit par des peurs ou des inquiétudes. Alors ces peurs ou ces inquiétudes, elles peuvent être soit réelles, soit totalement imaginaires et montées de toutes pièces parce que le cerveau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, moi j'ai envie de dire, enfin c'est encore c'est l'ordinateur le plus puissant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir, s'imaginer des choses, se construire des peurs qui sont totalement, inexistantes et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une réaction émotionnelle qui est un signal d'alerte. Ça peut être, par exemple, une altercation avec un joueur, avec un coéquipier ou avec l'entraîneur. Ça peut être, bah, la situation actuelle qu'on traverse, collectivement avec ce fichu virus. Ça peut être un souvenir d'échec douloureux, voilà, c'est cette réaction émotionnelle, ça peut être tout ça. Heu, que va provoquer cette réaction émotionnelle? Cette réaction professionnelle, émotionnelle, elle va provoquer une manifestation des émotions. Heu et et cette manifestation des émotions, elle peut se manifester, de multiples façons. Ça peut être soit des changements physiologiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir une perturbation, soit des pensées polluantes, c'est-à-dire que là, on revient, par exemple, tout à l'heure à une peur qui est imaginaire et donc avec cette peur imaginaire, on vient commencer petit à petit à avoir des pensées qui viennent nous polluer et qui finissent par gangréner à la performance, soit par des comportements ou des attitudes qui sont inhabituelles. C'est par exemple tout à l'heure ce que j'ai évoqué, le sportif en conférence de presse qui se met d'un seul coup à péter un plomb alors qu'il est tout le temps carré, tout le temps droit, et qui sort jamais du rang, en tout cas qui est, le bon gendre de famille, si j'ai envie de dire et puis d'un seul coup, il s'est mis à péter un plomb en conférence de presse et là, tu te dis: «Mince, il y a un problème, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui s'est passé derrière?» Et ça peut également, être une motricité altérée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une émotion quand elle se manifeste, elle peut très bien, permettre de ne pas exécuter correctement, en tout cas, soit un geste sportif, soit en tant qu'entraîneur, à un moment donné, cette manifestation d'émotion, elle peut aussi ne pas permettre de réussir à analyser, à l'instant T, la performance de ton sportif ou de tes sportifs et donc du coup, de pouvoir donner la consigne qui va bien, de pouvoir donner la consigne qui va bien pour revenir dans le match ou pour continuer à performer dans ce match et du coup, cette manifestation des émotions, elle a souvent un impact négatif sur la performance. Mais en tout cas, la performance est très souvent impactée de façon négative. Il est très rare quand ces émotions se manifestent que, l'impact sur la performance, il devient positif ou alors là, c'est le coup où, les poteaux des buts, ils sont carrés et qui te renvoient pas la balle, et qui te renvoient la balle vers l'extérieur et qui te fait pas un poteau rentrant. Mais ça n'arrive quasiment jamais. Ça, c'est vraiment le coup de chance
Et cette performance, en fait, elle peut être impactée à l'instant T, mais pas qu'à l'instant T. C'est-à-dire qu'elle va être également impactée, elle va impacter ta performance ultérieure. C'est-à-dire que, en fait, les émotions, elles sont vraiment au cœur, de la mémoire des du geste, de la mémoire du processus et et du coup, en fait, l'expérience, en fait, elle s'enregistre. Ton cerveau, il va enregistrer l'expérience. Heu, ton cerveau, il va enregistrer l'expérience. Ton cerveau, alors et bien souvent, que ça soit positif ou négatif et bien souvent, quand elle est négative, on on attache beaucoup plus d'importance à une expérience négative qu'à une expérience positive et c'est ce qui viendra polluer ton ta performance par la suite et donc c'est ce qui va laisser une empreinte émotionnelle qui sera, plus ou moins forte et cette empreinte émotionnelle qui sera plus ou moins forte, en fait, c'est ce qui permettra, c'est malheureusement enfin malheureusement ou heureusement, ce qui fera que elle se réveillera, assez facilement, face à un contexte, face à une réaction émotionnelle et aujourd'hui, en fait, il est à mon sens primordial d'inclure, ce travail sur les émotions, en plus de tout ce qui est, la préparation, physique et la préparation, tactique. Pour moi, le travail vraiment, ce travail sur les émotions, alors il devrait être présent, tout le long de l'année, heu et encore plus dans le type de contexte qu'on rencontre, encore plus lorsque ton joueur, il rencontre des blessures. Parce que, ben, à un moment donné, ton joueur, s'il est blessé, et ben, il va pouvoir influencer si c'était un joueur majeur, si je reviens sur l'intervention, précédente, si c'est ton joueur majeur qui se blesse, à un moment donné, c'est ton capitaine d'équipe ou un de tes joueurs majeurs qui se blesse, et bah, derrière, si ça va provoquer des réactions en chaîne. C'est-à-dire que, lui, ton joueur, il va être, touché émotionnellement, il va avoir une manifestation qui aura forcément un impact sur la performance de ton équipe. Parce qu'à un moment donné, c'est ton joueur majeur. Aujourd'hui, on le voit très bien, si je prends l'exemple du Paris Saint-Germain, Mbappé, il est blessé et ben, si Mbappé se blesse, et ben, il y a un impact, psychologique sur le reste de l'équipe et le reste de l'équipe, tu as beau mettre, un joueur qui colle exactement aux mêmes, capacités physiques, techniques que Mbappé, à sa même lecture de jeu, et ben, en fait, il y aura pas la même performance de l'équipe. Parce que, bah, aujourd'hui, ton leader, il va avoir un facteur émotionnel, déclencheur et c'est ce qui va pouvoir, bah, voilà, c'est ce qui va pouvoir aller encore plus vers la performance et surtout que les sportifs de haut niveau, sont bien souvent, des athlètes qui sont hypersensibles et en fait, ils ont rarement appris à comprendre et à réguler leurs émotions. En fait, à un moment donné, moi je prends mon exemple, hein, c'est tout simple. Heu, je suis arrivé au niveau, subitement, je dis pas par hasard, parce que, il y a jamais rien au hasard. Sauf que, ben, à un moment donné, tu arrives au haut niveau et ben, en fait, on m'a pas appris, à réguler et à comprendre ses émotions. C'est-à-dire que quand tu gagnes, bah, tout va bien, en fait, tu te poses pas de questions. Tu gagnes, tu continues de gagner, tu enchaînes. Bah, tu as ta confiance qui se développe. Sauf que, ben, un jour, à un moment donné, tu arrives au championnat du monde, bah, tu perds, quoi. Alors OK, tu te dis: «Ouais, OK, j'ai perdu, je finis 9e des championnats du monde». Donc tu essayes de te rassurer un peu, mais en fait, tu as perdu, en fait, mec. Tu t'es fait éliminer, tu as été éliminé en demi-finale, donc bah, maintenant, il faut continuer à travailler. Sauf que, bah, cette régulation de l'émotion, en fait, bah, tant que tu as pas perdu, tant que tu es pas face à un échec, ben, en fait, le sportif, il a pas appris, en fait, bien souvent et c'est là où c'est dommageable à mon sens, et c'est là où les choses changent petit à petit parce que, bah, aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler de cette sphère mentale dans la préparation du sportif et c'est là où, en fin de compte, elle a toute son importance, cette sphère mentale, à mon sens. Enfin, la 3e partie, après avoir vu, l'adaptation, l'acceptation, après avoir vu, la partie de la gestion des émotions au service de la performance sportive, il y a à mon sens, un 3e point à aborder et qui est intéressant de l'aborder pendant ces périodes un peu off.
Alors là, c'est une partie qui est vraiment plus orientée pour les entraîneurs. Et c'est marrant parce que j'avais construit mon travail, mon petit travail d'illustration avant d'avoir vu l'intervention, la précédente intervention de mercredi dernier. Et beh, ça en fait, ça fait vraiment appel à ça, quand on parle, il en a parlé, de l'identité et des comportements relationnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aime bien cette phrase de Carl Gustav Jung, c'est-à-dire que lui, il te dit: «Trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi sera fait sa prochaine étape de croissance». Et ben, quand on va venir travailler sur l'identité, sur les comportements, et ça va influencer derrière sur les comportements, relationnels qu'on peut avoir. C'est tout simple. Pour venir travailler sur l'identité et sur nos comportements relationnels, pareil, on va pouvoir venir travailler sur 3 grands axes, différents. Les 3 grands axes, le premier axe, ça va être les qualités fondamentales. Les qualités fondamentales, c'est en fait la qualité fondamentale ou les qualités fondamentales, c'est ce qui donne la couleur à une personne. En fait, aujourd'hui, quand on demande, à une personne de mon entourage qui me connaît, et elle va me dire, elle va réussir à me qualifier immédiatement. C'est des choses que même si on essaye de les camoufler, ces qualités-là, elles sont toujours présentes. Donc il est important de venir travailler dessus, parce que, bah, par moment, on ne prend pas forcément conscience, des qualités qu'on peut avoir. On peut en prendre conscience qu'à travers un travail qu'on peut effectuer, soit un travail avec les autres, soit un travail, en tout cas, c'est savoir accepter aussi, les qualités que les autres nous reconnaissent. Ensuite, il va y avoir un 2e axe qui va être à mon sens, les drivers. Le driver, les drivers. Qu'est-ce que driver? En fait, c'est les messages, c'est des messages contraignants qu'on a hérités de notre éducation. Alors que ça peut très bien être notre éducation qu'on a pu avoir, avec nos parents ou lorsqu'on était en centre de formation, comme l'éducation sportive, du haut niveau qu'on va avoir avec les différents entraîneurs, que les différents entraîneurs vont pouvoir donner à leurs athlètes. À un moment donné, si je reprends la posture de l'athlète, du sportif, bah, alors il est rare, hein, et de plus en plus rare qu'un sportif, fasse toute sa carrière avec le même entraîneur. Moi, j'ai eu la chance de le faire, tous ne le font pas, et encore moins dans le monde professionnel où finalement, en fonction des agents, en fonction des managers, mais également des entraîneurs, on se retrouve à pouvoir des moments changer de club, tous les 6 mois. Et les drivers, du coup, ça va être, des expressions et des injonctions qu'on a entendues fréquemment, heu et qui étaient en fait, la condition sine qua non de la réalisation de la performance et de l'obtention surtout de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le driver, heu, on va l'assimiler par la reconnaissance qu'on aura eue derrière par la personne qui nous l'aura transmise. Dans les drivers, hein, les exemples de drivers, c'est: «Sois parfait», «Fais plaisir», «Fais des efforts», «Dépêche-toi», «Sois fort». Voilà, par ces drivers-là, en fait, on est une combinaison unique, chacun, des messages et de ce qu'on accorde et du degré d'importance qu'on accorde, à ces différentes variables. Donc à un moment donné, en tant qu'entraîneur, il est important de prendre conscience de ces drivers. Alors attention, il n'y en a pas des bons et des mauvais, hein. De toute façon, on les a tous. On les a tous, ils sont plus ou moins développés, en fonction de nous, de notre carrière, de notre évolution, d'où nous en sommes. Par contre, c'est intéressant de savoir les identifier parce que, ben, une fois qu'on les aura identifiés, bah, c'est ce qui nous permettra certainement de mieux communiquer, avec certains de nos joueurs ou de nos joueuses, et c'est ce qui permet ou de nos athlètes, hein, et c'est ce qui permettra de vraiment, tirer pleinement, enfin, voilà, d'amener en tout cas le sportif à se dépasser encore plus. Et enfin, il va y avoir un 3e axe qui sera intéressant de travailler, c'est les allergies. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
en tant qu'être humain. Je suis pas tout le temps d'accord avec tout le monde. J'ai des allergies et quoi que je veuille, quoi que je désire, en fait, il y a des comportements je vais avoir des comportements allergiques à certaines personnes, ou lors de certaines relations et donc il va falloir, en fait, réussir à les déterminer ces allergies, parce que, beh, ces allergies, c'est ce qui va, permettre d'éviter nos pièges. C'est ce qui va aussi permettre de pouvoir travailler sur nos challenges, relationnels, hein, du coup mais puis dans un second temps, en fait, tout ce travail autour des allergies, il permettra de réaliser une double analyse, en fonction de la personne que l'on a en face de nous et donc en fonction moi, je me passe aujourd'hui en tant qu'entraîneur, autant qu'entraîneur, je sais vers quelle personne je vais aller m'orienter parce que, aujourd'hui, j'ai appris à travailler sur mes allergies. J'ai appris à en tout cas, je sais quelle personne je vais décider d'entraîner, d'accompagner, dans sa quête de performance. Parce que, voilà, moi, ce que je vais chercher et avant tout, c'est cet axe de la mort, de la relation. Alors ça peut paraître un peu fort, hein, l'axe de la mort de la relation, sauf qu'à un moment donné, moi, en tant qu'être humain, je présente un certain nombre il y a un certain nombre de comportements qui me qui me font hérisser les poils. Donc, à partir du moment où j'en prends conscience et où je le sais, en tout cas à l'instant T, parce que il se peut très bien que ces comportements, ce ne soient pas les mêmes dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans 2 ans. Et c'était certainement pas les mêmes il y a 10 ans. Parce que, voilà, on est sans cesse en train d'évoluer et donc c'est important, en fait, de venir les remettre à jour, de prendre conscience de ces comportements-là pour que dans le choix de l'équipe, à un moment donné et c'est là où, je peux faire un lien avec l'intelligence collective, c'est-à-dire que dans le choix de la composition de l'équipe, des joueurs que je vais avoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux être entraîneur, avoir, le plus gros portefeuille du monde, heu, en illimité, avec les moyens financiers illimités et donc choisir par la même occasion, les meilleurs joueurs. Sauf qu'à un moment donné, s'ils ne me correspondent pas, s'ils rentrent dans cet axe de la mort, de la relation, et en fait, je ne pourrai rien en tirer et j'arriverai pas à les intégrer à mon groupe, j'arriverai pas à créer mon groupe et j'arriverai pas à faire avancer, en tout cas, le club ou mon équipe, par rapport aux objectifs que m'ont donné mes présidents ou mes actionnaire et donc c'est super important aujourd'hui de pouvoir venir travailler, vraiment ces 3 thèmes quand on parle d'identité et de comportement relationnel et c'est ce qui va permettre, de créer, plus facilement le groupe et c'est grâce à vraiment à cette meilleure connaissance de soi et de compréhension intime que l'athlète, en fait, il va pouvoir mieux appréhender ses émotions, les identifier, les comprendre, les moduler, les transformer en quelque chose qui augmentera, les performances plutôt que de les diminuer. Du coup, ce qu'on a pu voir, dans l'alignement par le coaching, en fait, c'est vraiment un alignement. Que ce soit, quand on prend la confiance en soi, le leadership, l'environnement, l'intelligence collective, la concentration, détermination, motivation, ressources, plus les 3 qu'on peut venir vraiment qui, à mon sens, ont une réelle importance en ce moment, c'est-à-dire la gestion des émotions, l'adaptation et le travail d'identité, comportement relationnel, ça va permettre un alignement. Quand je vous parle d'alignement, en fait, ça va permettre un alignement entre, la tête, ça va permettre un alignement, entre, notre cœur, ce qui est vraiment ce que l'on va ressentir et forcément derrière, cet alignement tête-cœur, il va avoir une incidence sur le corps parce que c'est ce qui va permettre la mise en action du corps, c'est ce qui va permettre aux sportifs de s'en sentir le 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 mieux possible, en tout cas dans les meilleures conditions, pour lui permettre d'être, efficient et performant le jour J et pendant toute la saison sportive et pendant les entraînements à côté et surtout, si je reprends tout à l'heure, notre triangle de la performance, c'est-à-dire qu'il va pouvoir continuer, à être dans cet, comportement de la base au niveau de l'apprentissage et également de l'autre côté au niveau du plaisir. Parce que, à un moment donné, si ton sportif, il prend plus de plaisir et ben il va avoir du mal à il va avoir du mal à continuer à avancer. Il va avoir du mal
à continuer à être performant et soit sa saison va se finir un peu plus tôt que prévu, soit, ça arrive, hein, le burn-out sportif, et là, malheureusement, quand le sportif, il arrive en période de burn-out, c'est-à-dire qu'il va même plus pouvoir mettre, une chaussure ou, ne plus pouvoir se rendre sur son lieu d'entraînement et ça va le plomber. Il va avoir l'impression d'avoir ses jambes qui vont lui peser, des tonnes, son bras qui va se mettre à trembler. À ce moment-là, le travail de coaching, il est très difficile et il est plus possible et c'est plus un travail après avec un psy qui est plutôt à effectuer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant un peu plus de 7 heures, pendant 7 heures et quart, d'avoir abordé ces différents thèmes. Voilà, c'était une belle chose et maintenant, je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait des questions-réponses, mais s'il y a des questions-réponses, Ouais, s'il y a des To questions, c'est maintenant. On va voir si et ça Thomas va arriver. éventuellement, je t'ai vu gratter donc Ouais, ouais, ouais. J'ai noté deux trois trucs comme d'habitude, parce alors que je vais arrêter mon partage d'écran, ce sera plus simple. voilà. On a une première question, je crois, qui arrive. Merci Antoine pour cette présentation bien structurée qui clarifie le rôle et les missions du coach mental en particulier. Ce contenu va m'inspirer dans ma pratique professionnelle. Jean-Luc. Super, merci Jean-Luc. Merci pour ton retour. Après, ça évolue, hein, ça évolue sans cesse. Donc, il faut faire en sorte d'évoluer et de savoir se remettre en question. Voilà. En tout cas, je suis content que ça puisse, Jean-Luc, te servir dans ta pratique professionnelle et j'espère que ça permet de pouvoir enclencher un certain nombre de choses. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont arriver. Moi, j'avais une petite question sur une des dernières slides là, sur les allergies. Ouais. Voilà, parce que c'est quelque chose aussi qu'on a abordé avec Johan, effectivement, mercredi. Est-ce que pour toi, les allergies, il faut s'en prémunir ou est-ce qu'on peut faire en sorte de trouver un traitement et vivre avec? Si tu vois un petit peu l'image que je prends du truc, Ap voilà, suis je Après, fais en sorte de pas, voilà, ma kryptonite, j'y touche. Est-ce que tu es avec? non, alors, je suis désolé, ça a coupé, j'ai pas entendu la fin de ta question. Il y a un petit problème de réseau. Bah, en fait, c'est ça, c'est est-ce que, tu m'entends là, c'est bon? Ouais, c'est saccadé, mais je Est-ce que sais pas c'est si bon pour toi? ça vient de chez moi ou ça vient de chez toi. Ouais, Après, je sur sais ce que je pas. comprends rapidement, en fait, c'est par rapport Heu, aux allergies. c'est Euh, c'est ça, hein. Ouais, Moi, alors, à mon sens, tu vas pouvoir à un moment donné, une fois que tu as conscience de ces allergies, déjà d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. C'est le premier petit pas qui permet ensuite de commencer à avancer parce que voilà, si tu ne prends pas conscience de cette allergie-là ou de ces allergies, à un moment donné, tu vas te pourrir, tu vas, intérieurement. C'est-à-dire que tu vas finir petit à petit par te consumer de l'intérieur. Dès que tu vas te retrouver, face à ces personnes-là, ou ce joueur ou ces personnes du staff, tu vas pas te retrouver en cohérence, en synergie et donc, à un moment donné, ça va avoir petit à petit un impact sur ta performance globale en tant qu'entraîneur, en tant que coach, en tant qu'encadrant. Donc d'en prendre conscience déjà, de ces allergies, d'avoir conscience de ces allergies par rapport à toi, par rapport à comment tu es aujourd'hui, sachant que tes allergies d'aujourd'hui, ce sera peut-être pas celles de demain, c'était pas celles d'hier. Mais, ça va être très difficile, ça va être très, très difficile de travailler en tout cas, même si tu en prends conscience, même si tu as fait ce petit pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir venir influencer, le comportement de ton sportif, de ton athlète, de ton joueur ou ta joueuse, à l'instant T parce que, elle, elle a une identité, elle a une identité qui est propre, ce joueur ou cette joueuse et donc, heu, bah
tu peux pas lui demander de changer tout au tout du jour au lendemain parce que, ben, si tu lui demandes de changer tout au tout du jour au lendemain, il y a très peu de chances qu'elle, elle se retrouve dans la performance que ce pourquoi elle a été recrutée. Heu et toi derrière, ben, en gros, beh, ça va ça va te bouffer de l'énergie, ça va te bouffer du temps. Tu vas essayer de trouver des solutions, sauf que, bah, ces solutions-là, bah, ça va être difficile d'avancer, quoi, pour ton groupe. OK, OK, OK. Après, oui, il faut faire avec. Bah, écoute, Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a pas d'autres questions. professionnellement, il faut faire avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Une fois que la saison est lancée, il faut faire avec. Maintenant, c'est de faire en sorte de ne pas les répéter, tous les ans. Sinon, bah, tu vas te retrouver, toi, dans une situation, difficile émotionnellement, et donc à travailler dessus, OK, après soit OK, avec, OK. le préparateur mental, le psy. OK. J'ai vu un truc. Mais avez-vous un thème après le coaching mental que vous aimeriez approfondir afin d'évoluer dans votre métier? C'est-à-dire disons qu'après les autres thèmes, en tout cas de la sphère mentale qui peuvent être abordés, ça va être la préparation mentale. Heu, Ça va être, pour moi, en tout cas le coaching si je prends la sphère mentale, le coaching, c'est qu'une partie de la sphère mentale. Il utilise pas toute la En fait, c'est un travail de pleine conscience. Il va pas utiliser toute la partie de la sphère mentale. C'est-à-dire que la sphère mentale, à un moment donné, et moi, si je veux continuer à évoluer dans mon métier, il va falloir que je sois performant, également, dans la préparation mentale. Aujourd'hui, je suis en train de me former en préparation mentale. Peut-être que je ne deviendrai pas psychologue du sport, mais en tout cas, moi, j'ai besoin de cette sphère mentale. Pour moi, elle est importante dans la performance. Si j'ai un conseil à pouvoir donner, c'est de ne pas négliger cette sphère mentale et de ne pas négliger ces 3 pôles de la sphère mentale aujourd'hui. Après, je pourrais rajouter d'autres pôles, hein. On peut rajouter le travail avec un ou une sophrologue, avec un hypnothérapeute, mais ça, je les mets plutôt dans la partie du pôle santé, ce travail-là. OK, bah, écoute, Antoine, merci beaucoup. Ah, bah, voilà, Ben, nickel, merci à merci, vous. il a répondu. Voilà, merci Merci à d'avoir toi. suivi cette conférence. Voilà, donc comme d'habitude, elle sera en live sur les différentes pages, Facebook. Enfin, derrière, elle sera en replay plutôt sur les différentes pages Facebook et puis, on va essayer d'en avoir encore quelques-unes, la semaine prochaine. Voilà, on a, 2-3 intervenants qui sont OK. On attend juste de caler les dates et puis voilà, bah, Antoine, merci encore et puis, à très bientôt. Merci à vous. Puis j'ai hâte de suivre du coup les visios la semaine prochaine parce que moi aussi j'apprends du coup, j'apprends beaucoup de choses,